Alors, vous êtes officier de gendarmerie, lieutenant-colonel, je crois. Absolument. C'est ça. Et vous avez, dans plusieurs tribunes, particulièrement agacé votre hiérarchie. Vous avez créé un forum internet qui s'appelait Gendarmes et Citoyens en 2007. Vous avez été radié des cadres par Nicolas Sarkozy en 2010, radié des cadres de la gendarmerie, puis réintégré par le Conseil d'État, puisque la France a été condamnée à cette occasion par la Cour européenne des droits de l'homme début octobre pour avoir violé la liberté d'association, puisque vous aviez donc créé une association sur les rapports entre la police et les citoyens. Christian Moana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, vous êtes sociologue, vous avez publié un ouvrage qui s'appelle « La police contre les citoyens », où vous expliquiez comment, justement, une police de maintien de l'ordre coupée du terrain finissait justement par ne pas assurer la sécurité et l'ordre pour tous, mais à avoir essentiellement une activité de répression. Farid El Yamni, bonsoir. Vous êtes étudiant, vous êtes le frère de Wissam El Yamni, qui est mort suite à une violente interpellation par des policiers. C'était le soir de la Saint-Sylvestre en janvier 2012. Joachim Gatti, bonsoir, vous êtes cinéaste et vous aussi, vous avez été victime de violences policières puisque vous avez perdu un œil suite à un tir de flashball. C'était le 8 juillet 2009 à Montreuil, alors que vous protestiez contre l'évacuation forcée et violente d'une clinique désaffectée. Voilà, c'est bien ça? Oui, oui. Et Louise Fessard nous a rejoint. Louise, vous êtes journaliste à Mediapart, vous suivez particulièrement ces affaires de police et de maintien de l'ordre. Et avec Jeanne Lingard, qui était assise à côté de moi tout à l'heure, vous êtes allé sur le site de Sivens et vous avez étudié comment la bataille rangée quasiment entre les opposants au barrage et les forces de l'ordre s'est peu à peu organisée sous la forme du harcèlement pendant des semaines et des semaines. Mediapart a publié un article important, Louis, c'était cet après-midi, c'était un article de Michel Deléan, j'en parlais tout à l'heure, il est intitulé « Sivens, la faute des gendarmes, le mensonge de l'État ». Est-ce que la première information que cet article contient, c'est que maintenant on en est bien sûr, Rémi Fraisse est mort parce qu'il a reçu dans le dos une grenade offensive qui lui a arraché toute la partie supérieure du dos, y compris une partie de la colonne vertébrale, et que donc il est mort sur le coup? Voilà, oui, c'est ce qu'écrit notre collègue donc Michel Deléan, qui est l'auteur de l'article, et qui a pu avoir accès aux premiers éléments de l'enquête. Mais ce qu'on apprend surtout dans cet article, donc, c'est que dès le dimanche matin, en fait, les autorités et l'État savaient que c'était une grenade offensive qui a tué Rémi Fraisse, et que pendant 48 heures, on a eu un brouillage des pistes. Donc, ce qu'on apprend, c'est que cette nuit-là, en fait, 40 grenades offensives tout de même ont été lancées par les militaires. Et que c'est un gradé qui a reconnu avoir jeté une grenade en l'air sur un groupe de 4 ou 5 jeunes, donc un groupe qui lançait des pierres ou des mottes de terre en direction des gendarmes et dont faisait partie Rémi Fraisse, même si on ne sait pas si personnellement lui a jeté quelque chose. Et c'est à ce moment-là que, équipés de leurs lunettes de vision nocturne, en fait, les gendarmes ont vu le jeune homme tomber et ont compris immédiatement ce qui venait de se passer. Enfin, on fait le lien de causalité entre la grenade et le corps. Donc, qui a été récupéré par les gendarmes immédiatement. Immédiatement. Voilà. Et non pas comme dans une première version, à la fin des affrontements. C'est-à-dire qu'il y avait un communiqué. Il y a eu un communiqué de la préfecture dès le dimanche qui était un peu plus flou, qui disait qu'un corps avait été retrouvé sur le lieu des affrontements sans qu'on ne fasse bien de lien avec la grenade qui avait été lancée. Et que ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est que la nuit même, en fait, le premier médecin qui examine le corps conclut à une explosion, ce qui sera confirmé le mardi suivant, donc le 27 octobre, lors du rapport d'autopsie officiel, où effectivement il est indiqué que le jeune homme a eu toute une partie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière arrachée par l'explosion et qu'il est mort sur le coup. Ce qui est assez choquant en fait, dans ce déroulé chronologique, si on regarde par rapport à la chronologie des annonces officielles, c'est que pendant 48 heures, donc, on a l'impression que l'État a brouillé les pistes, puisque le premier communiqué de la préfecture indique seulement le dimanche que le corps d'un homme, cette nuit vers 2 heures du matin, le corps d'un homme a été découvert par les gendarmes sur le site de Sivens. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, mais n'ont pu que constater le décès de la victime. Et puis assez rapidement, on voit des autorités qui accusent les zadistes d'entraver l'enquête, puisque le dimanche soir, le procureur d'Albi déplore que les gendarmes chargés de l'enquête, confrontés à l'hostilité des manifestants, n'aient pu effectuer la moindre constatation technique sur le lieu où le corps a été retrouvé.
Il y a aussi l'histoire d'un sac à dos que les zadistes ne voudraient pas rendre aux autorités, et donc qui ne permettrait pas à l'enquête de bien se dérouler. Et il faudra attendre mardi 27 en fait, pour que le procureur évoque, mais encore seulement sous la forme d'une piste, la possibilité, disent que l'enquête s'oriente vers une grenade offensive lancée par les gendarmes. Chronologie des événements, donc chronologie officielle qui là est très nettement mise en doute par cet article de Michel Deléan. Et en fait, ce qu'il nous raconte, Michel, c'est un État qui est totalement dans le déni. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin qu'une mauvaise gestion, comme on le dit cyniquement, de communication de l'affaire, mais qui est dans le déni le plus total. Mais du coup, la première question, c'est à vous qu'on a envie de la poser. Comment se fait-il qu'on utilise ou même qu'on emporte sur le terrain d'opération des armes qui sont des armes de guerre, qui datent de la guerre 14-18 dans leur conception, voilà, la grenade offensive, et qui sont réservées d'ailleurs à la seule gendarmerie sur le territoire français, sur le sol français. Comment peut-on équiper ces hommes d'engins pareils, pour commencer ? Alors pour commencer, il faut dire que tout le maintien de l'ordre en France est construit dans l'idée justement de ne pas arriver à ça. Et que par définition, le décès d'un manifestant est un échec. Je le dis sur mon blog, c'est très clair. Cet échec vient évidemment du fait que lorsqu'on arrive à un certain niveau de confrontation, par des moyens employés de part et d'autre, par définition, on augmente le risque. La théorie étant qu'évidemment, les moyens des forces de l'ordre sont proportionnés à ceux utilisés par l'adversaire. Et que là, ce risque s'est réalisé dramatiquement par ce décès. Maintenant, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a faute. Et c'est là que je vais développer le cadre juridique qui entoure justement cette partie du maintien de l'ordre. Ces grenades sont embarquées depuis des décennies au maintien de l'ordre et sont utilisées aussi depuis des décennies avec d'autres types de grenades explosives qui sont actuellement aussi suspendues par le ministère de l'Intérieur. Et ce sont des grenades évidemment dangereuses. C'est indiscutable, mais leur emploi était surtout soumis au temps où la gendarmerie, avant 2009, était rattachée au cadre juridique de l'emploi de la forces armées au maintien de l'ordre, était assujetti à un cadre extrêmement strict, extrêmement clair et qui impliquait un accord écrit, signé de l'autorité civile. Ce cadre a changé, il est aujourd'hui le même pour les CRS et pour les gendarmes. Mais pour autant, dans tous les cas, dans certains cas, notamment lorsque la situation le nécessite, sur ordre, sur instruction de l'autorité civile, alors l'autorité civile c'est typiquement le préfet qui peut déléguer cette autorité sur le terrain, l'usage de la force armée qui inclut les grenades, mais dans certains cadres juridiques encore plus graves, on peut retrouver des chars au maintien de l'ordre. Voilà, absolument. C'est prévu dans la loi. C'est pas soudain un dirigeant quelconque, encore moins les gendarmes eux-mêmes, qui d'initiative vont se dire tiens, on va sortir un blindé pour aller voir ce qu'on va faire avec. Donc c'est totalement codifié. Et donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui est prévu, qui est régulier, qui entraîne des décès de manière quasiment exceptionnelle. Je crois qu'il y en a eu 2, c'est toujours trop, 2 en plus de 40 ans. Alors que ces armes sont utilisées, effectivement, ce sont bien des armes. Et elles sont utilisées de manière régulière dans les maintiens de l'ordre, évidemment violents, évidemment quand en face on est typiquement dans le cocktail Molotov ou autre. On sait que, en face, on sait quand même que les gendarmes n'étaient pas spécialement en danger, puisqu'ils apparaissaient, ils apparaissaient pas spécialement en danger, puisqu'ils étaient séparés des manifestants par un fossé, par un grillage. C'est quand même, il y a eu toute une évolution dans l'équipement des gendarmes mobiles qui leur permet aussi de tenir, puisqu'au fur et à mesure des affrontements, des années, on les a mieux équipés pour leur permettre de tenir des positions. Et moi, la question que je me posais, c'est savoir justement, on sait bien que c'est pas d'une initiative de gendarmes de base d'aller utiliser ces grenades offensives, c'est comment dans la chaîne de commandement on en arrive à cette décision d'utiliser des grenades offensives sur un terrain où en plus on voit mal quel est l'enjeu du maintien de l'ordre en fait, puisqu'il n'y avait plus grand chose à défendre, l'Algeco avait brûlé. Alors, sur l'enjeu, que le chantier lui-même avait été évacué. Sur l'enjeu, pour il n'y avait plus d'engin de chantier. C'est pas l'affaire des gendarmes. C'est l'autorité civile qui décide, typiquement on veut défendre cette zone. Et donc ensuite les forces armées pour la gendarmerie ou les CRS vont tenir la zone parce qu'elles en ont reçu l'ordre de l'autorité civile. Ça, c'est le premier point. Même si l'ordre peut paraître absurde du fait qu'on voit mal ce qu'il y avait à défendre. La seule chose qu'un gendarme ne fera pas, c'est accomplir un ordre manifestement illégal. Typiquement, ça aurait été
je prends ces exemples-là, lancer une grenade contre une foule totalement pacifique avec des enfants, etc. Pour le coup, il aurait reçu cet ordre, il ne l'aurait pas exécuté. Nous sommes au milieu Parce de la que ça aurait nuit. été un ordre manifestement illégal. C'est bien la différence. Mais un gendarme ne peut pas se mettre lui-même de son propre chef sans ordre de son supérieur sur le terrain, à lui-même à se mettre à lancer une grenade offensive. Non. C'est donc que l'ordre a été donné par un supérieur. Alors, je redéfinis plus en détail le cadre juridique. Donc on a l'ordre d'autorité civile qui dit, pour arriver au résultat que je souhaite obtenir dans la zone considérée, alors typiquement c'est plutôt en milieu urbain, je veux dégager telle place, je vous donne l'ordre d'utiliser la force, y compris la force armée. Il y a bien deux strates. La force, c'est on avance, on fait du lacrymogène, on utilise des canons en haut. La force armée, c'est on utilise des grenades, typiquement. Premier point. Deuxième cas, les gendarmes sont victimes d'initiatives, pour le coup, mais en unité constituée. C'est la différence entre ce qui se passe dans la rue lors d'une interpellation et quelque chose qui se passe mal. Là, c'est du maintien de l'ordre et donc les unités interviennent constituées en groupe avec des techniques qui sont différentes et qui sont voulues à l'entraînement pour être les moins dangereuses possibles. Mais si les gendarmes, sous les ordres de leur chef, sont victimes de voies de fait, de violences, sont typiquement agressés par des cocktails Molotov, et que d'évidence la situation devient compromise quant à leur sécurité, le chef, et pour le coup sans l'accord de l'autorité civile, peut d'initiative utiliser les moyens qu'il juge nécessaires et proportionnés face à la menace. En fait, on n'est pas loin d'une sorte de légitime défense collective. Ce n'est pas la réalité juridique, c'est l'esprit. Le dernier point, ouais, je finis comme ça, on aura balayé le dispositif si vous le voulez bien. Le dernier point, c'est lorsque les gendarmes ont reçu pour mission de défendre un point et qu'ils ne peuvent plus le défendre par d'autres moyens, ils ont aussi le droit d'utiliser les moyens qu'ils jugent nécessaires, mais parce qu'en fait, ils en ont reçu l'ordre. Alors, ça se conçoit aisément pour défendre l'Assemblée nationale si en face on a des attroupements armés qui veulent s'emparer de l'Assemblée nationale, on est d'accord. Mais là, moi, ce n'est pas le gendarme qui va décider de la justification politique, stratégique de la chose. Les unités de gendarmerie reçoivent l'ordre de l'autorité civile, cet ordre, elles l'exécutent. Sinon, on aurait un vrai problème aussi de légalité et de fonctionnement démocratique, dans un sens différent ce qui va être exposé, mais un vrai problème. Joachim Gatti, vous vouliez intervenir? Plusieurs choses. Bon, d'abord, M. Urvoas, président de la commission des lois, devait être là. Il semble qu'il ait décidé de ne pas venir au dernier moment, suite peut-être à l'information que vient de donner Louise Fessard, suite aussi peut-être à notre venue, à savoir que Farid et moi, nous sommes victimes directes de la police. Si on peut répondre, on le répond tout de suite. Voilà. Louise. Oui. Ouais, on a eu l'annonce 2 heures à peu près avant le débat, effectivement, que M. Urvoas... député socialiste du Finistère et donc président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc qui était invité et qui nous avait confirmé sa venue. Voilà. Jusqu'au moment ne viendrait pas du fait des derniers changements, donc sans que ce soit très clair si c'était surtout sur votre venue ou si c'était suite à la publication de l'article. Voilà. Donc c'est bien votre venue à tous les deux qui l'a fait fuir. Alors, juste une chose. Bon, qu'un homme comme celui-ci, qui de fait, clairement, à mon sens, a du sang sur les mains, comme aujourd'hui le gouvernement a du sang sur les mains, décide de ne pas venir, c'est juste quelque chose comme de la lâcheté, de la peur. Je peux la comprendre. Et je pense que c'est bien que d'ailleurs elle change de camp. Quand on voit le mépris avec lequel ces gens en général traitent ce genre d'affaires, traitent les gouvernés en général, c'est juste important maintenant que les choses changent de ce point de vue-là. Le déni dont vous parlez là, ça veut dire cette manipulation de l'information. C'est systématique. Tous les crimes policiers, toutes les blessures au flashball, depuis le temps que nous, on a vécu cette chose-là, on a été en relation avec beaucoup de victimes, beaucoup de personnes qui ont subi des violences, beaucoup de familles qui ont perdu des proches. Toujours le même scénario. Manipulation des journaux, manipulation des médias, désinformation, criminalisation de la victime et au final, plus ou moins des arguments de légitime défense. Juste, on a la répétition du même scénario. Et ce déni, il est systématique, il est structurel et il est continuel. Après, excusez-moi monsieur, mettre en vis-à-vis, Louise parlait de quoi? De pierre et de mode de terre. Là, de quoi il s'agissait? On a combien 40 grenades offensives.
Non, et là, il ne s'agit pas de bombes de désencerclement. Il s'agit de bien grenades offensives au TNT qui peuvent tuer des gens. Absolument. Juste un mot pour dire que je ne sais rien. Alors, se mettre en vis-à-vis, je ne sais rien de ce qui a été utilisé par les adversaires. En réalité, excusez-moi, pour l'instant, je n'ai pas accès au dossier, j'en suis désolé. Voilà. Je suis content de fixer le cadre. Ensuite, la justice dira ce qui s'est passé. Et si ça s'est passé de manière irrégulière de la part des gendarmes, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus, la justice fera son travail. C'est pas jusqu'alors, on peut dire que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça dépend aussi des Peut-être, dossiers. je sais pas. Oui, tout à fait. Yamni. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses. Quand on parlait d'analogie, il faut être aussi factuel et faire preuve de pédagogie. Cette histoire de retrouver, c'était ce qu'on avait dit dans l'histoire de mon frère aussi, retrouver un conscient au couloir d'un commissariat. C'est des choses systématiques. Histoire de cocktail, ce n'est pas des mots qui sont pris par hasard. Les mots sont très importants. Cette histoire de jeunes, aussi, c'est très important. Tout ce processus de déshumanisation qui part par les médias et par tout ça, on le voit. On a sorti, alors, je voudrais rappeler aussi le contexte, parce que le phénomène aussi de contextualiser les choses, c'est très très important. C'est-à-dire, c'est une erreur, mais on peut l'expliquer par le contexte. Donc c'est une demi-erreur. Non, c'est une erreur ou pas une erreur. Les choses sont très simples, et c'est une erreur. Et à partir du moment où il y a mort, on assume c'est une erreur, on n'aurait pas dû faire ça et on en tire les conclusions. Il n'y a pas de contextualisation, c'est comme ça qu'on justifie les choses et c'est comme ça qu'on répète les choses également. Je voudrais rappeler le contexte. On a sorti un livre Permis de tuer juste un mois avant. On a fait une tribune où on disait à M. Cazeneuve une semaine avant, Urgence, notre police assassine disait « Entendez-vous ces voix ?» dans le Huffington Post. Une semaine avant, où on disait « Il va se passer quelque chose ». C'était la semaine contre les abus policiers qui avait été lancé par le collectif Stop le contrôle aux faciès. Il a été tué pendant la semaine contre les abus policiers. Donc, quand on parle de contextualisation, moi aussi je veux parler de contextualisation. Ce n'est pas un hasard. Et c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose qui se produit systématiquement. Et on a toujours la même chose, on essaie toujours de justifier les choses. Il faut arrêter de justifier les choses. Il y a eu un mort, on fait les conclusions et on en tire les erreurs et on n'essaie pas de justifier les choses. Quand vous parlez de tentative de justification, vous pensez à qui? Au gouvernement? Alors, dans ce qui a été dit, il a bien expliqué les choses. La police, elle agit selon la manière dont on lui donne les ordres d'agir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en prendre simplement à la police, il faut s'en prendre aussi à ceux qui font de cette police et de cette gendarmerie ce qu'elle fait. Et ça, on le voit à travers l'ensemble. J'invite les gens à lire La domination policière, qui est un historique de police, où il explique vraiment ça. C'est-à-dire que tout dépend des ordres de Mathieu Rigouste, tout dépend des ordres qu'on donne. Voilà, les choses ne sont pas hasard. Mon frère est mort le jour de l'an, une semaine avant, Noël, il y a eu 2 morts aussi. Voilà. Et c'est mon frère qui est mort, d'ailleurs, au commissariat. Pélissier, ça aussi, c'est très intéressant. Le commissariat de Clermont-Ferrand, il s'appelle Pélissier, c'est le nom d'un génocidaire pendant la guerre d'Algérie. Monsieur Pélissier a tué 1000 Algériens. Ils ont donné le nom d'un génocidaire au commissariat de Clermont-Ferrand. Le défenseur des droits vous dira que c'est l'un des pires commissariats de France. Donc, c'est pas un hasard. On met tout sur la table lorsqu'on parle. On met tout sur la table pour que ça arrive. Justement sur la dichotomie entre la responsabilité politique et la responsabilité des forces armées. Là, les forces armées peuvent avoir la responsabilité propre. L'enquête le dira. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Il y a peut-être une erreur des forces de l'ordre qui a été grave. Mais ça, c'est à la justice de le dire. Moi, je ne peux pas le préjuger. Je ne peux pas faire un profit d'intention. Le deuxième point, c'est que les forces de l'ordre, les forces armées, et ça remonte à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, elles sont là pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt de tous. En fait, elles font effectivement en fonction des ordres qu'elles leur donnent, avec malgré tout la conscience que certaines choses ne sont pas admissibles. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de l'ordre manifestement illégal. Eh bien, la formation de nos gendarmes, c'est que l'ordre manifestement illégal ne doit pas être suivi des faits. Alors c'est plus facile à dire, j'entends, c'est plus facile à dire qu'à faire dans la réalité. Voilà, je voudrais juste vous montrer quelque chose, c'est une vidéo qui a été prise pendant ces 2 mois de tension quasi quotidienne sur la ZAD entre les occupants et les forces de l'ordre, où on a la nette impression que justement les ordres donnés aux forces de l'ordre, c'était de faire le plus de saccage, le plus de peur possible. On va regarder les images, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc cette première vidéo qui donne le sentiment, et vous me direz ce que vous en pensez, que les gendarmes avaient carte blanche pour littéralement
nettoyer la zone. Louise. Ça correspond à peu près au témoignage qu'on a eu en fait sur des destructions d'affaires personnelles, etc., qui étaient systématiques. Et je tiens à préciser que c'est une vidéo qui a été tournée par les opposants au barrage eux-mêmes et postée sur YouTube. Donc on vous donne aussi l'émissaire. C'est un film militant puisque ça a été tourné par les intéressés eux-mêmes. On regarde. Mets le feu! Carito! Hors la loi! Vas-y, continue! Je les ai filmés! Et là, ils ont tout cassé. Vous les avez vus? C'est en direct, ils ont tout cassé. Vous avez vu ça? C'est ça la police française, la gendarmerie, l'armée. C'est la dictature. Est-ce que là, il s'agit de maintien de l'ordre? Alors tout dépend, parce que s'ils ont reçu de la préfecture l'ordre de démonter, alors typiquement les voies incendiées, un morceau de ordure, je ne sais pas ce que c'est exactement de loin. Il y a dans les choses qui ont été incendiées, peut-être pas là, mais de nombreux témoignages, aussi des affaires personnelles où il y a des papiers d'identité, des choses comme ça, des duvets. On a l'impression d'une opération de nettoyage. Ça dépend effectivement s'il s'agit de démonter un campement, typiquement, alors on l'a vu dans d'autres contextes, qui sont des opérations de maintien de l'ordre, par exemple, face à des camps montés illégalement sur des terrains d'autrui, ça peut être envisageable. Ceci étant, toujours pareil, on est sur un document vidéo qui est tourné par un camp. La gendarmerie a aussi des images, mais qu'elle a versé. Il est tellement mal foutu que, si vous voulez mon avis, il n'est pas truqué. Hein. Non, c'est pas du tout. Non, mais vous voyez bien que c'est un enregistrement. Voilà. C'est pas là-dessus que je veux discuter. Non, mais j'insiste, c'est un enregistrement. Ce que je veux discuter, c'est que dans une confrontation, quelque part, qui a duré sur des semaines sur le terrain, je pense que si on fait la part des images tournées par la gendarmerie et les opposants, je pense honnêtement que la justice les a. Le mot intéressant que vous venez de prononcer aussi, c'est le mot semaine. Et j'ai envie de me tourner vers vous. Christian Moina, vous n'avez pas encore parlé. Là, visiblement, ce qui a été raconté par Louise Fessard et Jeanne Lingard dans leur reportage sur Mediapart, et que j'ignorais, par exemple, mais totalement, c'est que depuis des semaines et des mois, il y avait des affrontements quasi quotidien entre les zadistes d'un côté et la gendarmerie de l'autre. Et ça, on se dit effectivement d'où viennent les ordres, mais surtout comment c'est organisé et comment se fait-il qu'on en parle si peu. C'est aussi cette question-là. Oui, alors là, il faudrait poser la question aussi du fonctionnement du couple ou du trio infernal police ou gendarmerie d'un côté, État local ou État national d'ailleurs, et les médias. On voit bien qu'on a un vrai problème qui est comment fonctionne le débat démocratique et comment la police est souvent utilisée par le gouvernement pour justement ne pas ouvrir des plages de discussion, de débat. C'est quand même assez frappant sur un certain nombre de sujets. Et ce qui est quand on voit ces images-là, je pense à des entretiens que j'ai réalisés avec des policiers où parfois on ressent un certain malaise des policiers à se dire il y a des tas d'activités qu'on fait, on n'est pas rentré dans la police ou la gendarmerie pour certaines des activités qu'on nous fait faire. Et en même temps, de l'autre côté, c'est l'autre partie du couple infernal, on a l'État qui
demande des tas de choses à ces forces de l'ordre. En même temps, on a quelque part peur. Et il y a quand même cette image d'autorité qu'on cherche à nous imposer. C'est pour être un ministre de l'Intérieur, il faut être le premier flic de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, je veux dire, non, c'est pas la même chose. On n'a pas le même type de responsabilité, mais cette espèce d'identification, et on voit maintenant que ça monte de plus en plus haut, c'est l'image de l'autorité. On a l'impression, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'on a l'impression que pour être un bon gouvernant, il faut une image d'autorité, d'autoritarisme, je dirais, puisque ce n'est pas une autorité acceptée, et qu'il faut se montrer comme étant le détenteur de la force, et que quelqu'un qui dirait « je suis l'homme du dialogue » finalement passe très mal, et passe très mal aussi auprès des médias. C'est pour ça que tout le monde joue dans ce jeu-là. Si on veut être quelqu'un qui se présente comme discutant, comme apportant, essayant d'avoir même une image neutre, ça passe mal. Il faut être là et il faut défendre sa police. Et le paradoxe, il est là, j'essaie de simplifier quelque chose qui est un peu complexe, mais qui est que moins le gouvernement veut dialoguer, plus il a besoin d'une police. Et plus il a besoin de sa police, plus il en est dépendant. Donc on a une espèce comme ça de mécanique infernale qui fait qu'on glisse petit à petit vers un système où on voit comment les gouvernants ont très peur, les préfets à l'échelle locale et puis les gouvernants au niveau national ont très peur de critiquer leur police. Je vais passer la troisième vidéo parce que sinon on ne la verra pas. C'est aussi un film tourné par les occupants de la caravane qui sont en train de se faire déloger par les gendarmes jusqu'à ce que l'un d'entre eux, Louise va me contredire si je me trompe, envoie une grenade lacrymogène dans la dite caravane qui va blesser l'une de ses occupantes. Il y aura une correction de Ben Lefté qui est là-bas. Il y a un débat sur savoir. Ah d'accord, ben voilà. Donc c'était pas une grenade de direct. Voilà. Oui, Louise. Il y a deux scènes. Au départ, on voit aussi des tirs au flashball, et puis ensuite, c'est une jeune femme qui essaye de sortir en fait une grenade qui est lancée dans la caravane. Il y a un débat sur savoir ce qu'était cette grenade, puisque. Dernière vidéo. Les gars, c'est lui qu'on veut là, c'est lui qui a tiré le flashball. Lui là. Et il recharge. Lui, il recharge. Allez les gars, c'est vous qui avez lancé la violence. Alors, tir de flashball et coup de Rangers dans la tête des gars. Ouais, ils ont été filmés. C'est parti parce qu'il y en a un qui a explosé comme escope, hein. C'est bien vous qui avez commencé la violence. On vient de se faire gazer dans la caravane. Et là, on met pression. Inexpulsable. Non, c'est pas expulsable. Merci. Allez, à 3, je vous laisse partir. Mais qui c'est que c'est pas expulsable, putain? Je vous laisse partir. Non mais attends, il va laisser. Je vous laisse partir. Vous pouvez partir. Écoutez, moi je suis assigné au tribunal. Attends. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? 4. Je vous laisse partir, vous avez le choix. Attends. Si vous partez, continuez à filmer. Je sais pas. Vous envoyez des grenades à la gueule d'eau. 8, sortez. Arrête. C'est quoi ça? Non mais ça va pas! Non mais ça va pas! T'as pas mis ta main? Oh merde putain, ça va? Ça va? Écoutez, ici on vient de se faire balancer une grenade assourdissante dans la caravane même! Vous sortez. Ça va pas ou quoi? Sortez. D'abord un tir de flashball, donc dans les premières images qu'on a vues sur la bataille rangée, et donc là le lancer d'une grenade assourdissante dans une caravane. Réaction. On voit une chose très claire, c'est que les policiers ne sont jamais en état de légitime défense. Ça veut dire que ce flashball-là, comme la manière dont ils le tirent, je veux dire, on voit les manifestants autour d'eux, ils sont là. Hein, ils tirent, ils ne respectent pas les défenses. Ils ne respectent pas les circonstances de tir, pas de légitime défense. Le flashball, elle est utilisée par la police comme une arme punitive.
c'est une arme offensive avec laquelle les policiers frappent les corps et terrorisent les gens. Il n'y a pas non, il n'y a pas de. Mais pas que la légitime défense. Alors quoi, c'est dispersion de groupe, c'est ça? Ça veut dire qu'on disperse les groupes en frappant les gens? Non, écoutez, monsieur, c'est très ça sert à rien de noyer le poisson dans un. Non, mais c'est très. À un moment donné, il y a des images qui sont très claires. Qui soient de notre camp, Madame Fessard pourra le dire, parce qu'un vrai débat, c'est justement avec tous les points de vue. Le flash-ball, au départ, c'était une arme. Voilà, c'était une arme qui était effectivement qui a été présentée comme une arme anti-bavure à l'origine lors de son introduction en 1995. Et dont le cadre, à l'origine, était strictement la légitime défense, qui était réservée à certaines unités spécialisées, et qu'ensuite a été élargie à effectivement d'autres situations que la légitime défense. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toujours, même en dehors de la légitime défense, cette question de la proportionnalité, où là, on a la retrouve pas. D'une disproportionnalité complète. C'est très intéressant, là, ce qui s'est passé. Parce que là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il revient sur la loi à chaque fois. Non, mais vous expliquez, c'est la loi et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort et on va essayer de nous le justifier par la loi. Et c'est ça le problème. Il est là, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il est là le nœud du problème. Quand il nous dit oui, mais la loi, elle permet ça, oui, mais la loi, elle permet ça, la force permet ça, le truc, il permet ça. La loi, par nature, si elle change, c'est qu'elle n'est pas parfaite. Et à un moment donné, c'est nous qui devons changer la loi. Et quand on dit faire confiance à la justice, impunité permis de tuer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, on est sur le légitime, on n'est pas sur le légal. Si on veut être sur le légal, quelqu'un meurt, il y a un problème. Voilà. Parce que c'est super intéressant, parce que vous prenez, alors là je vais être factuel, vous prenez l'affaire Joël et Tours, il y a un film où on voit les gens taper. L'affaire aussi d'Anis de Metz, là, qui s'est fait contrôler, qui est parti 6 mois. Ils l'ont mis 6 mois alors qu'on l'a tapé. Alors qu'il y a une vidéo qui montre que c'est les policiers qui l'ont tapé. Il est en ce moment en prison. Personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils trouvent la loi qui permet de tout ça. Et c'est ça, il est là le problème. C'est que la justice, à l'heure actuelle, elle cherche à justifier les choses. Alors qu'on ne doit pas être là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut absolument se mobiliser à un moment donné pour dire on en a marre. Les gens se font tuer pour rien du tout, les gens se font frapper pour rien du tout. On ne peut pas justifier tout ça, c'est pas normal et il faut arrêter ça. Comment expliquer ça, Christian Moana, quand on voit ces images et qu'on a cette impression effectivement de disproportion totale dans l'exercice de ce qu'on appelle la violence physique légitime et qui est le monopole de l'État contre des zadistes, des occupants, des manifestants qui, là, sur les images qu'on a vues, littéralement, sont à main nue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cocktail Molotov, là, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de mode de terre. Est-ce qu'il y a un traumatisme Notre-Dame-des-Landes sur l'occupation d'une zone pour ce gouvernement qui explique, ne la justifie pas une seconde, mais explique cet usage disproportionné de la violence? Ce qui est clair, et ça serait intéressant de comparer avec d'autres types de manifestants, c'est que le gouvernement choisit aussi les modes d'action en fonction de qui il a en face. J'ai toujours été frappé au moment des émeutes ou événements de l'hiver 2005, de voir comment, dans certains quartiers, il y avait des déploiements policiers, et qu'en même temps, quand il y avait des manifestations d'agriculteurs dans l'Hérault, on laissait faire beaucoup plus de choses. Donc il y a aussi un niveau de tolérance. En Bretagne, on laisse démonter certaines choses à certains moments, avec d'autres personnes, on va être beaucoup plus autoritaire. On a vu récemment à Morlaix, notamment avec l'incendie du centre des impôts par des agriculteurs, sans qu'il y ait aucune intervention des forces de l'ordre. Voilà, c'est intéressant quand même de renvoyer à... qu'en fonction de la personne qui est en face, du type de personne qui est en face, les réactions sont différentes. Mais là aussi, alors il y a la part de responsabilité de chacun des policiers ou gendarmes qui ont quand même une marge d'appréciation sur le terrain, même s'il y a la loi, il y a toujours... Et puis il y a aussi cette... Justement, lorsque vous évoquez l'incapacité du politique à organiser du dialogue autour d'un certain nombre de problèmes et de montrer j'ai raison parce que j'ai de l'autorité. Et le plus pathétique, c'est qu'en fait, de moins en moins de gens croient dans la légitimité de cette autorité. Et quand on voit qu'en plus se passent des incidents et qui sont des problèmes pour le gouvernement, parce que, comme ça a été dit, l'idéal pour le gouvernement, c'est quand ces manifestations ne donnent pas lieu ni à des blessés, ni surtout à des morts. C'est ce qu'on essaie de faire à travers le développement du maintien de l'ordre en France. La question qu'on peut se poser là en l'espèce, et en particulier le soir, la nuit de la mort de Rémi Fraisse, c'est que s'il n'y avait pas eu un tel développement pour les policiers, encore une fois pour protéger rien du tout, mais vraiment pour protéger rien du tout, rien de tout cela ne se serait passé. Tout à fait.
Vous avez exactement raison. Et c'est pour ça va que être j'en un mot de reviens conclusion parce qu'on est déjà très en retard. On ne doit pas être sur la loi. Vous parlez de déterminisme. C'est-à-dire que les choses sont jouées d'avance, en fait. La mort de Rémi, elle a été jouée d'avance. La mort de mon frère, elle a été jouée d'avance. On peut tout expliquer après, mais c'est une faute de la police, de la gendarmerie et de l'État. C'est tout. Non sur la faute de la gendarmerie ou de la police, sauf à que ce soit prouvé par les juges et condamné par la justice. Et pour dire, je suis par contre d'accord avec vous, la loi, ça se change. La loi, on la change. En fait, la société de demain, on en fait exactement ce qu'on veut, mais on ne la change pas à coup de cocktail Molotov. Non, voilà. alors, Et il y avait d'énormes images qui ne sont pas celles de Mediapart, pour le coup, qui ont été montrées sur ces événements-là, pas forcément au même moment, mais dans toute cette période, qui montrent aussi que les forces de l'ordre étaient attaquées avec des cocktails Molotov, avec de l'acide. Donc, là aussi, je suis désolé, je recontextualise. Est-ce que c'est pas justement le rôle des forces de l'ordre de savoir répondre de façon proportionnée à ce genre d'attaque? Absolument. Parce que si en face d'elles, elles avaient des gens qui étaient complètement désarmés, à la limite, on n'aurait plus besoin de forces de l'ordre. Alors là, pour revenir aux images que vous avez montrées, il y a d'une part une arrestation de quelqu'un qui est couverte par un dispositif policier. Ensuite, on ne voit pas forcément toute la situation, donc peut-être que c'était exagéré. C'est toujours pareil, c'est à la justice, j'imagine la personne qui a déposé plainte de le dire. Quant à l'évacuation de la caravane, alors d'abord, on voit bien que ce n'est pas une grande offensive, parce que ça n'aurait pas du tout fait cet effet-là. Grenade de désencerclement. C'était quelque chose d'extrêmement anodin, donc pas usage des armes, usage de la force. Envoyer une grenade dans une caravane, c'est pas tout à fait anodin. La jeune femme a quand même été opérée de la main sur des problèmes de nécrose. Elle a arrêté jusqu'au 21 novembre. C'est anodin par rapport au sujet de l'émission de ce soir, qui est l'usage des armes. Excusez-moi. Là, il y a une personne qui est morte. En 2014, il y a eu 6 personnes tuées par la police. En 2014, il y a eu 7 personnes qui ont été mutilées, éborgnées au flashball. D'accord ? Juste à une manif à Nantes, 3 personnes ont été éborgnées en une seule manifestation. D'accord ? Donc cette violence-là, elle est systématique, elle se répète. Là, moi, je vais vous dire mon sentiment. Mon sentiment, tel qu'il est, moi, en tant qui été blessé par un tir de flashball, si ce qui se passe là, à savoir que la mort de Rémi, si ça passe comme ça, s'il ne se passe rien, c'est une part de nous-mêmes qui va mourir là. Parce que c'est quelque chose de très intime, cette humiliation-là, votre discours-là. Parce que là, sous votre ère progressiste, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sans légitimer la mort de Rémi? C'est ça que vous faites depuis 1 heure. Vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Le discours technocrate, là, c'est la même. OK ? Donc là, juste, c'est pas possible de continuer à se faire humilier comme ça. C'est pas possible de continuer à avoir des gens qui, partout, légitiment cette mort. Et qui donnent des leçons sur qu'est-ce qui, oui ou non, débat démocratique. Parler de la violence des manifestants qui bafoueraient la mémoire de Rémi, que le gouvernement se permette de faire ça. Mais juste, c'est impossible. Ça a été dit, ça touche à quelque chose de très intime. Et là, juste, c'est plus possible. Il faut que là, il y a des manifestations partout. Il y a une immense manifestation à Toulouse nationale. À Toulouse, une manifestation nationale. Il y a une manifestation à Paris. Et il faut que tout le monde descende. En fait, là, parce que vous savez, le gouvernement, il n'a pas peur de la violence des manifestants. Le gouvernement, il a peur que tous les autres descendent dans la rue. C'est ça dont il a peur. Je crois qu'on ne change pas le monde par la violence, mais bon. Merci beaucoup à tous les 4 et merci à Louise. On a déjà 20 minutes de retard, il est 9h moins 10. Je vais donner la parole à Hubert Huertas, qui est du service politique de Mediapart. On a mis au point un dispositif un peu ironique, disons. C'est que François Hollande a commencé son émission de télévisée et radiophonique sur des médias aussi minoritaires que TF1 et RTL, mais on va quand même voir ce qui se passe chez eux. Donc Hubert va nous raconter ce qui s'est passé pendant ces 20 premières minutes d'intervention présidentielle. On fera une courte pause et puis à 21h précis, j'espère, ou 21h05, on se retrouve pour le grand débat qui est exactement la suite de celui que nous venons d'avoir sur réinventer la démocratie. Hubert. Donc le président parle depuis environ 20 minutes et il a
été interrogé d'emblée par Gilles Boulot à propos de la mort de Rémi Fraisse, Gilles Boulot a rappelé que la famille s'adressait maintenant au chef de l'État pour connaître la vérité. Réponse de François Hollande, c'est un drame pour notre pays. Ce que demande la famille, c'est la vérité. Je l'ai promise. Il faut savoir ce que sont ces grenades. J'aurai le retour d'ici 8 jours. Il faut savoir ce qui s'est produit pendant la nuit du samedi à dimanche. Des juges d'instruction seront saisis et iront jusqu'au bout. J'en tirerai toutes les conclusions parce que je suis le garant de l'unité et des libertés. Mediapart a révélé un certain nombre de choses extrêmement précises sur ce qui s'est passé pendant cette nuit, notamment sur le fait que les autorités étaient prévenues à la fois de ce qui s'était passé et à la fois de la manière dont la chaîne de commandement avait réagi. Il se trouve que le président n'a pas répondu. On peut dire que sur cette question, il a plutôt éludé les choses. Deuxième question, vous avez promis de réenchanter le rêve français. Qu'en est-il? Réponse, la réalité, elle est dure, mais la réalité, c'est aussi des exploits. Et toutes les nations doivent s'élever au-delà de... toute nation doit s'élever au-delà de sa condition. Je vous rapporte les propos tels qu'ils sont. Ensuite, Thierry de Mézières a pris le relais de Gilles Boulot. Première question, dans votre pire cauchemar, avez-vous imaginé que ça puisse se passer aussi mal? Réponse de François Hollande, je l'ai voulu, je savais que ce serait difficile, je ne me plains jamais, etc. On a déjà entendu cette réponse et cette question lui a déjà été proposée. Autre question, est-ce que vous êtes critiqué? Est-ce que vous en souffrez? Réponse du président, je l'ai dit pendant ma campagne, je suis un homme normal, mais ce que je n'accepte pas, dit François Hollande qui se met en colère, c'est qu'on puisse toucher à la France. Et puis il ajoute aussi, ce que je n'accepte pas, c'est le dénigrement systématique. Alors vous savez, moi, il utilise cette phrase, moi, je me cramponne. Quel reproche vous faites-vous? Insiste le journaliste. Je me reproche d'avoir annoncé l'inversion de la courbe du chômage et de ne pas avoir réussi à réaliser cette promesse. Et il dit, j'ai mis les bouchées doubles. Là, on a une indication sur la suite. J'ai mis les bouchées doubles avec le pacte de responsabilité. Autre question, quoi, le pouvoir vous a-t-il changé? Réponse, il y a des décisions dures. Par exemple, quand j'envoie des soldats au Mali, cette question lui a été posée en conférence de presse à l'Élysée. La réponse avait été la même. Le président qui lit les journaux et qui lit aussi les confidences de Nicolas Sarkozy monte sur ses grands chevaux à un moment, un petit peu ironique, comme il aime bien. Vous savez, il aime bien les petites blagues aussi, l'ironie. Et il dit, j'ai entendu qu'on me reprochait de manger des frites. J'accepte tout, mais pas la vulgarité. Voilà, donc vous l'avez compris, ça c'était pour son prédécesseur. D'autres questions sur la vie privée, sur l'affaire Gaillet, sur le casque de scooter. Le président dit, est-ce que on me reproche de circuler en moto? Puis il dit aussi, c'est pas moi qui ai souhaité que cette photo soit publiée. Il raconte comment il est poursuivi par les paparazzi et il a cette réponse quand on lui demande, mais quelle est votre responsabilité dans ce mélange de la vie privée et de la vie publique? Il dit, vous savez, la responsabilité, elle est collective, c'est la vie, je prends la réalité de la presse telle qu'elle est, mais je demande qu'on ne me juge pas sur les dérives des autres, en quelque sorte, sur les dérives de la presse. On lui parle aussi, sans nommer Madame Trier-Valeur, mais on lui parle du livre de son ex-compagne, on lui parle des Sans-Dents, là aussi la réponse il l'avait faite, il dit les pauvres je les ai rencontrés dans toutes mes permanences pendant 30 ans, est-ce que vous m'avez vu dans des grands restaurants? Il a tout de même une petite phrase qu'il n'avait pas encore prononcée à propos de son ex-campagne, il dit il y a des douleurs et je les pardonne. Il finit au bout de 20 minutes, là. Ça a duré 20 minutes, tout ça. Vous voyez à quel point on a quand même du contenu. Ça fait 4 minutes que je vous parle. J'ai presque du mérite de vous raconter tant de choses aussi importantes. Il dit, je ne veux pas en rester sur l'écume des choses. Ça tombe bien parce que nous aussi, et enfin en tout cas moi qui dois rapporter ce qu'il a dit, j'aimerais bien avoir un petit peu de contenu. Jusqu'à présent, on n'en a pas eu beaucoup. Il y a une petite phrase sur l'économie. Ce que dit le président, il dit, j'ai considéré qu'il fallait
aider les entreprises et il a cette phrase « parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens ». En quelque sorte, il n'y avait pas d'autres alternatives. Alors, je vais laisser la soirée se poursuivre puisque nous, les alternatives, on les recherche. Merci beaucoup Hubert. Et donc l'alternative, c'est en direct sur Mediapart et non pas sur TF1 ou RTL. Mais je reviens vers vous quand même d'ici une demi-heure, 40 minutes pour savoir si vous avez autre chose à nous raconter. Bah, écoutez, j'espère que j'ai rien raté pendant que je parlais. Mais c'est ça le problème. Il va falloir faire un replay, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver pendant ces 10 minutes. À tout de suite. Premier plateau donc, de cette soirée que nous avons intitulé « Réinventer la